DJ en live et invité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Des 12 de Pierrot Atubé sur 105.5. Dakar, Cotonou, Kigali et Lomé, voilà des capitales qui se retrouvent dans le D12 de ce dimanche 19 mars 2023. Merci de continuer par nous faire confiance. Il y a 15 ans, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, faisait le constat de l'Afrique malade de ses hommes politiques. Ainsi résumait-il la situation du continent dans un bouquin qu'il a écrit et qui continue de faire écho dans plusieurs pays du continent. Deux démocraties citées en exemple dans notre sous-région et dont tous les Ouest-Africains sont fiers, donnent des impressions de vouloir s'inscrire sur le registre du troisième mandat. Le légendaire Sénégal, mais aussi le laboratoire béninois. Cette semaine, le procès de l'opposant Ousmane Sonko, brutalement amené par des soldats au tribunal, a remis une couche au regard de l'opinion publique sur les intentions du président Macky Sall à vouloir s'offrir un troisième mandat. À côté au Bénin, c'est au nom de cette opinion publique qu'un proche du président Patrice Talon a commencé par injecter la très célèbre et connue formule « Les populations ne se préoccupent que de comment faire pour maintenir Patrice Talon afin qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée ». Fin de citation. L'histoire politique africaine est truffée de cette formule magique. Plus personne ne serait surpris que cet essai ne soit transformé comme au rugby. Cette semaine, il a plutôt été question de football au Rwanda. Ce pays n'est pas un champion d'Afrique, mais il a eu l'honneur de réunir les membres de la plus grande instance de football au monde. La FIFA est venue donner un nouveau mandat au président Gianni Infantino. C'est sans contestation que le vote par acclamation a sacré celui qui a rang de chef d'État. Les officiels du Togo ont pris part au grand rassemblement de Kigali. Au pays même, les amoureux du ballon rond ne parlent que des prochains matchs Burkina-Togo du vendredi 24 mars 2023 et de Togo-Burkina du mardi 28 mars 2023. La presse nationale se mobilise et mobilise des Togolais à soutenir les éperviers. C'est d'ailleurs en pleine mobilisation qu'elle a reçu comme un choc la condamnation à 3 ans de prison ferme de 3 de ses membres, dont le feu Joël Ega. Si les morts suivent encore ce qui se passe dans le monde des vivants, c'est sans doute avec peine que celui qui fut directeur du journal Fraternité doit noter l'épilogue des poursuites engagées contre lui et 2 de ses confrères. Ferdinand Haïté et Isidore Kouanou sont introuvables. Un mandat est même lancé contre eux. Il y a désormais eux et puis les autres journalistes qui sont encore au pays et qui vont continuer par exercer. Comment ces autres vont-ils poursuivre leur mission d'information, de formation et de divertissement des populations? Les populations pour lesquelles les journalistes s'activent au quotidien comprennent-elles toujours le caractère parfois risqué d'un métier noble et passionnant? La passion peut amener aussi à se demander si la semaine n'aurait-elle pas été celle des mandats d'arrêt, puisque la CPI cherche là aussi à prendre le président russe Vladimir Poutine. Ce dimanche, notre invité est Brigitte Adjamagbo-Johnson, la secrétaire fraîchement réélue de la CDPA, répondra aux questions sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour et bonjour à tous mes compatriotes qui sont à l'écoute en ce moment de Pyramide. Comment vous allez? Je vais bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vais bien également. Mais cette question, peut-être que c'est une question personnelle, mais en fait, ces derniers jours, on vous a vu très souvent porter des lunettes noires et en public et certains se sont posé des questions. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je vois que vous êtes très observateur. Effectivement, j'ai eu des ennuis. Disons que je me suis fait opérer un œil pour une cataracte et le processus prend du temps, mais je suis heureuse puisque ce matin j'ai enfin mes nouveaux verres, j'ai mes nouvelles lunettes médicales et donc voilà, je suis en pleine forme. Là, c'est une bonne nouvelle, mais en fait, quand vous parlez de cataracte, on sait que récemment, il y a eu une opération foraine pilotée par le chef de l'État qui a permis à beaucoup de Togolais de se faire opérer, notamment de cataracte. Est-ce que vous avez bénéficié de ce projet-là? Non, disons que j'ai eu la surprise de découvrir
une très jeune équipe, hein, de médecins installés au Togo ici, bien équipés, professionnels, qui m'ont inspiré tout de suite confiance. Donc, je me suis fait opérer par ces jeunes médecins-là que je tiens à féliciter, hein, puisque vous m'en offrez l'occasion. Et c'est toujours bien de savoir que il y a des Togolais qui prennent des initiatives personnelles pour que les conditions soient réunies pour que les Togolais se soignent au Togo. Donc c'est indépendamment de ce que le chef de l'État a piloté récemment. Ben, écoutez, vous voulez me faire parler de cette initiative? Oui, je pense que beaucoup de Togolais ont ce genre de problème, mais ce qui aurait été normal, c'est que nos centres hospitaliers publics soient bien équipés pour que n'importe quel Togolais puisse se soigner pour n'importe quelle autre maladie. Ce serait mieux que de devoir engager des sommes pour prendre des initiatives à titre personnel, hein, pour faire des opérations foraines. Ce que les Togolais demandent, c'est que leur droit d'être soignés régulièrement dans des conditions normales, que ce droit-là soit concrétisé. Voilà. Bien, merci. Au début de cette émission, nous allons parler un peu de la femme, puisque nous sommes dans le mois de la femme. Le 8 mars était consacré Journée internationale de la femme. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez observé autour de vous, vous qui militez dans un certain nombre d'associations, mais aussi de partis politiques. Comment est-ce que vous l'avez observé? Eh bien, la journée du 8 mars est une journée des droits de la femme. C'est vrai que ça permet de faire le point sur les avancées, mais c'est aussi l'occasion pour relever les problèmes qui existent, les nombreuses violations de droits auxquels les femmes doivent encore faire face, les femmes et les filles, de le rappeler à ceux qui sont les premiers responsables de l'effectivité des droits des femmes et des filles africaines, et de demander de faire des requêtes précises pour qu'il y ait de nouvelles avancées. C'est dans cet esprit-là que nous l'avons marqué au niveau des organisations de droits de femmes. Mais naturellement, on sait que les États saisissent cette opportunité pour célébrer aussi la journée. C'est ce qui est recommandé par les Nations Unies. Notre souhait est tout simplement que le folklore ne prenne pas le dessus et que ce soit une journée d'engagement véritable pour les États aussi. Justement, vous parlez de folklore, mais force est de constater que le folklore est en train de prendre justement le pas, notamment dans les pays africains. Oui, et c'est dommage, et c'est pour ça que nous, organisations de droits des femmes, femmes de la société civile, nous nous évertuons chaque année à expliquer qu'il ne s'agit pas d'une fête. C'est une célébration parce que il faut comment dirais-je, s'approprier les avancées qu'il y a eu et qui n'ont pas été offertes sur un plateau d'argent. Parce que tous les jours, de par le monde et en Afrique surtout, les femmes se battent pour bénéficier de leurs droits. Donc quand il y a des avancées, il faut les célébrer, mais on est bien obligé de constater que nous avons encore du chemin devant nous. Voilà. Parlons de ces avancées-là, pour ce qui concerne les Togolaises. Et quels sont les éléments qu'on peut ranger sur la tablette des avancées? Non, ce que je peux dire globalement en une phrase, c'est que oui, sur le plan théorique,
ces dernières années, le cadre juridique relatif aux droits des femmes a évolué. On a assisté à des réformes du Code des personnes et de la famille pour que les dispositions de ce texte-là reflètent davantage l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, personnellement, je me suis réjoui de ce que on ait compris enfin que dans l'intérêt de nos cellules familiales, de nos communautés, de notre pays, il faut consacrer la direction collégiale des familles. Parce que aujourd'hui, ça paraît totalement anachronique de conserver une institution telle que l'homme chef de famille. C'est anachronique et c'est même dépassé par rapport à la pratique quotidienne, où on voit en réalité que ce sont les femmes, dans beaucoup de cas, qui assument des responsabilités qui devraient être celles d'un chef de famille, si tant est qu'il faut un chef de famille, et que, par exemple, pour les questions d'autorité parentale, que les femmes soient plus soucieuses de veiller à un développement harmonieux de leurs enfants, et ce sont elles qui prodiguent des conseils, qui inculquent les valeurs au quotidien. C'est un peu aberrant de vouloir reconnaître l'autorité sur les enfants uniquement aux hommes. Les questions de succession. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte où nous voyons que la terre, par exemple, en tant que ressource de production, est très utile, autant pour les femmes que pour les hommes. Comment, alors qu'on voit que dans le domaine de la production agricole, ce sont ces femmes-là qui travaillent en majorité dans nos champs, et qu'elles jouent un rôle clé dans l'agriculture, tout autant que les hommes, et même plus que les hommes. Comment peut-on concevoir que des textes juridiques consacrent le droit d'hériter d'une terre uniquement aux hommes? Il y a eu des avancées sur ce plan-là, parce que là aussi on a corrigé le Code des personnes et de la famille, qui prévoyait que ce soit les coutumes qui régissent les successions d'un défunt, à moins que ce dernier, de son vivant, n'ait renoncé solennellement à ses coutumes. Ce qu'un Africain ne peut pas faire, ce qui est aberrant. Comment on peut demander à un Africain de dire, de faire une déclaration affirmant qu'il renonce à ses coutumes? Ça n'a pas de sens. Heureusement que cette disposition aussi a été corrigée, et qu'aujourd'hui, les hommes comme les femmes, les filles comme les garçons, héritent à part égale des biens de leurs parents. On s'est réjoui de ce que tout récemment, suite à l'action des organisations de droits des femmes, et suite aussi à vos contributions en tant que journaliste, parce qu'on a vu, si vous vous souvenez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été consacrés à la question des grossesses précoces en milieu scolaire, qui constitue vraiment un frein pour l'évolution des filles. On a vu des articles qui nous ont alertés, nous, personnellement, en tant qu'organisation de droits des femmes. Et nous avons agi, nous nous sommes servis de ces articles-là pour dire il faut que les choses évoluent. Nous nous réjouissons de ce que le ministère de l'Éducation ait pris l'initiative de proposer un avant-projet de loi
interdisant les violences sexuelles en milieu scolaire et en apprentissage, ce qui va, si le texte est appliqué, mettre à l'abri les filles et contribuer à... On vous sent heureuse parce que là, vous citez beaucoup d'avancées concernant les femmes, notamment au Togo. Mais Oui. attendons-nous sur un point. Quand vous évoquez le statut du chef de famille, nous savons que nous sommes en Afrique, et vous l'avez dit, il y a des traditions. Nous savons que globalement aussi, beaucoup d'Africains sont respectueux des valeurs, notamment chrétiennes. Et sur la question du chef de la famille, c'est clair que la Bible est claire là-dessus. L'homme est le chef de la famille. Vous savez quoi? Je suis chrétienne, catholique, pratiquante et convaincue. Et mon intime conviction est que Dieu ne m'a pas créé femme pour me soumettre à l'homme. Ce n'est pas possible. Notre Dieu qui est amour nous aime tout autant et ne peut pas accepter que les femmes soient placées sous la domination de l'homme. Ce débat-là, c'est un débat de fond, un débat qui nous prendrait trop de temps. Et je peux vous dire, je me suis fâchée une fois en ayant été à la messe et en ayant suivi le sermon d'un prêtre qui affirmait avec véhémence que une femme ne peut jamais être l'égale d'un homme. Je vous assure que j'en étais tellement dégoûtée que je me suis promise que le jour où je verrai ce prêtre-là, je ne le lâcherai point avant de l'avoir converti, qu'il comprenne qu'il est dans l'erreur. Parlons maintenant des traditions. Oui, les traditions, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est jamais quelque chose de figé. Ce n'est jamais quelque chose de figé. Et il y a eu une ancienne représentante de l'UNFPA à New York qui disait, qui a tenu des propos que j'avais profondément approuvés, mais que j'ai oubliés maintenant, mais je vais essayer de les restituer. C'était Nafi Sadek, je pense qu'elle s'appelait. Et elle disait, mais nous femmes, nous respectons les traditions, mais nous rejetons toutes les traditions qui prétendent nous soumettre aux hommes. Nous n'avons aucun respect pour elles parce que la tradition, par essence, n'est jamais quelque chose de figé. C'est quelque chose qui évolue et on ne peut pas accepter qu'on nous oppose les traditions lorsque nous parlons d'égalité des sexes. Et on se réjouit aujourd'hui que l'égalité des sexes est consacrée dans toutes les politiques au niveau global, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, où l'Afrique, pour une fois, pour une des rares fois, a posé un acte dont nous sommes fiers en tant que femmes africaines en adoptant un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, qui consacre par exemple la parité homme-femme dans l'exercice et dans la participation ce qui est contenu dans les textes, ce qui est contenu dans les textes. Dans les textes. Mais la réalité, elle est différente. Et il faut travailler pour que ces textes-là, à travers lesquels nous nous sommes engagés, à travers lesquels, quand je dis nous, les États se sont engagés, eh bien, il faut travailler à ce qu'ils deviennent une réalité. Et c'est tout le sens du combat que nous menons. Nous sommes en train de parler des femmes en début de cette émission parce que c'est le mois par excellence de la femme. Et là, madame évoquait un certain nombre d'avancées. Mais les défis aussi, ils sont énormes. Absolument. Oui, pour les Togolaises, par exemple,
pour un certain nombre qui, le 8 mars dernier, ont dansé, ont chanté, ont mangé. Et la question, c'est de savoir si elles savent toutes qu'il y a un certain nombre de défis à relever. Oui, vous avez raison. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour éveiller la conscience de chaque femme dans tous les coins du Togo pour qu'elle comprenne qu'elle est elle aussi un sujet de droit et que elle ne doit pas prendre pour acquis ou pour, comment dirais-je, au fond, elle ne doit pas penser que sa situation, qui est une situation de servitude, de domination quotidienne, elle ne doit pas penser que c'est normal. Au contraire, il faut un éveil de conscience qui l'amène à se dire non, ce que je vis n'est pas normal, je dois me battre pour que ça change. Et ce travail, il se trouve que c'est un travail de fourmi. Moi, je peux vous citer des dizaines de programmes que les organisations de femmes membres du WILDAF ont mis en œuvre et continuent de mettre en œuvre, non seulement au Togo, mais dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest et des autres continents, mais malheureusement, et qui ont des résultats. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait plaisir quand on transforme des femmes qui sont totalement, disons, soumises, qui sont renfermées sur elles-mêmes, qui acceptent tous les jours d'être rabaissées, de manquer de tout, y compris de ce qui est un droit, ce qui devrait être un droit. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment, quand on travaille avec ces femmes-là, sur 3 à 4 ans, elles sont transformées. On a eu des cas qui, heureusement, nous disent, vous ne vous battez pas pour rien. Vous ne vous battez pas pour rien, continuez ce travail. Sauf que le problème, c'est que nous, organisations de droits de femmes, nous avons des moyens limités. Il appartient aux États de s'inspirer de ces initiatives-là qui donnent des résultats, qui transforment nos réalités, pour les mettre en application, les porter à l'échelle. Une organisation de droits de femmes ne peut pas réaliser ce genre de programme sur toute l'étendue du Togo, par exemple. On n'a pas les moyens, mais ce sont les États qui ont les ressources. Et c'est pour ça que le plaidoyer que nous faisons en ce moment va aussi, on insiste de plus en plus sur l'importance pour les États de porter à l'échelle les expériences qui ont montré leur capacité transformatrice de nos sociétés. On vous sait sur la scène publique depuis des années, mais on sait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'engagent politiquement en Afrique et au Togo. Là aussi, c'est dû à l'éducation, c'est dû aux traditions, c'est dû à quoi? Il y a une multiplicité de facteurs. Vous avez parlé de l'éducation. Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on éduque encore beaucoup de filles au Togo en ce moment, en 2021, 2023, au 21e siècle. On les éduque dans la soumission. Et on le fait spontanément, sans avoir conscience qu'on est en train de perpétuer des valeurs qui n'en sont plus au regard des conditions contemporaines de vie. Donc l'éducation joue beaucoup. Il y a beaucoup d'autres valeurs traditionnelles. Quand on estime que la décision revient à l'homme, quand on estime que les responsabilités publiques reviennent à l'homme. Moi, vous savez, en tant que femme politique, je me marre et je fais beaucoup de réflexions internes que je ne partage pas. Parce que je vois des gens
qui m'encouragent, qui me félicitent et se disent, mon Dieu, une femme qui se bat comme ça et qui vous disent, on vous soutient. Mais en même temps, je sens que beaucoup de ceux-là, si on leur demande de choisir comme président de la République entre moi et un collègue chef de parti, beaucoup vont choisir l'homme chef de parti parce qu'il est homme. Et pourtant, ils reconnaissent le combat que je mène. Ils reconnaissent que je suis aussi courageuse, au moins aussi courageuse que l'homme, que je subis la rudesse de l'engagement politique qui repousse justement beaucoup de femmes. Le jeu politique est trop violent encore chez nous. Vous risquez, vous prenez des risques, y compris pour votre vie. Alors, dans ces conditions, beaucoup de femmes préfèrent rester aussi à l'écart. Et parce que ça demande trop de sacrifices, elles se disent, je suis mère, autant me préserver pour mes enfants. Autant m'occuper d'eux, au moins je sais que je fais quelque chose de concret. Et moi, qui m'efforce de le faire, moi aussi, il y a des moments où je ressens durement la chose. Quand vous avez vos enfants qui vous disent, au moment où vous vous apprêtez à répondre à une convocation du SCRIC, qui vous disent, maman, n'aie aucune crainte, vas-y, ne t'en fais pas pour nous, hein, nous saurons nous débrouiller. Sans toi, nous, on était préparés à ça. Tu as fait le choix de servir ton pays, on te le respecte. Et qui ajoute très gentiment, tout ce que nous te demandons, maman, reste digne, quoi qu'il arrive. Mais, écoutez, il y a des moments où vous vous dites, est-ce que j'ai le droit d'imposer à ces enfants-là ce sacrifice? C'est un sacrifice. C'est vrai qu'ils ont un certain âge déjà, mais tout individu a le droit d'avoir sa mère avec lui, même très âgée. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais on ne se décourage pas. Nous sommes sur la voie. Vous parlez de sacrifice. La question qui suit, c'est qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Est-ce que c'est parce que juste vous êtes passionné par la chose publique? Ah ben, c'est parce que j'ai compris que moi, femme, la politique, c'est aussi mon affaire. Et que la politique, c'est quelque chose de noble, dans la mesure où ça vous permet d'avoir un impact, vous aussi, sur le vécu quotidien, sur votre société. Ça vous permet d'agir sur les injustices. Moi, c'est ma sensibilité à l'injustice qui m'a amené à m'engager à la fois pour les droits des femmes, d'abord pour les droits des femmes, parce que le contexte politique de parti unique ne permettait pas un engagement politique qui soit sain, S-A-I-N. Et donc, je me suis d'abord engagé pour les droits des femmes, et puis, eh bien, quand le jeu politique a été un peu plus ouvert, et ça a été naturel pour moi de m'engager. On sait que pour les combats pour les indépendances, les apports des femmes étaient réels déjà avant 1960. Aujourd'hui, le combat ou l'implication des femmes dans la chose publique, cette implication elle est de plus en plus visible, de plus en plus grande. Vous êtes à la CDPA, mais on peut citer d'autres femmes qui sont soit au niveau de l'opposition ou au niveau du pouvoir. Il y a certains qui sont carrément à des postes de responsabilité comme le Premier ministre ou la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sont des choses dont vous êtes assez fiers? Vous vous dites, oh, enfin pour le Togo. Ou ne c'est pas encore ça? Vous attendez plus? D'abord, laissez-moi vous faire observer que quand on est dans un contexte de déficit politique, de déficit démocratique, tous les dangers, les contraintes que
j'ai énoncées tout à l'heure, elles ne sont pas valables quand on s'engage du côté de la dictature, du côté du plus fort, du côté de ceux qui ont toutes les ressources de l'État, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, du côté de ceux qui ont les armes, qui ont tous les moyens hein, de la violence de l'État. Vous voyez, je me dis, je ne vois pas ce que ça coûte. Je ne vois vraiment pas le vécu quotidien d'une femme togolaise engagée dans l'opposition n'a rien à voir avec celui d'une femme assise dans le pouvoir à un poste de responsabilité. On lui demande tout simplement d'être là. Comme à la plupart des hommes aussi, hein, parce que ce n'est pas dans un système où tout est verrouillé que vous allez prétendre, parce que vous êtes à un poste de responsabilité, vouloir vous aussi prendre des décisions et impacter les choses. Vous avez une marge de manœuvre forcément limitée. Vous suivez le sens du vent. Ce que vous voyez faire, vous aussi vous le faites pour être tranquille là-bas jusqu'à ce que on vous enlève de là un jour, profiter des bénéfices du pouvoir. Et je pense que c'est la même chose pour les femmes. C'est encore plus grave pour les femmes. Parce qu'elles ont encore cette tare-là qu'elles sont des femmes. Et que on se sert d'elles sans qu'elles ne le sachent. On les amène là en se disant, oh, non, vous voulez dire que c'est elles se tairont, tais-toi, sois belle et tais-toi. Et attends-toi à faire tout ce qu'on te demande. Hein? C'est ça la mentalité. Donc visiblement, vous n'êtes pas contente là que des femmes soient Premier ministre ou chef président de l'Assemblée nationale, hein, puisque le Togo est cité un peu à l'extérieur. C'est quand même un des rares exemples en Afrique. Malheureusement, et c'est ce que nous nous évertions à expliquer, que oui, c'est vrai, on s'est battu pour une représentation quantitative des femmes. C'est ça qui nous a amené à exiger la parité, parce que c'est la parité qui est conforme à l'égalité des sexes. Il n'y a pas de raison que on en reste encore au quota, hein, qu'on demande par exemple qu'il y ait 30% de femmes au poste de responsabilité, parce que vous présupposez vous-même que vous reconnaissez l'infériorité des femmes. Maintenant, parallèlement à ce combat-là pour la parité, il y a un autre que nous menons. La seule représentation quantitative ne suffit pas. Il faut une participation qualitative. Et ça renvoie à la question de l'impact réel que vous avez au poste de responsabilité. Et si celles qui sont au office de pionnières, si elles ont un impact négatif, ça veut dire qu'il y a tout notre travail, tout le travail qu'on a mis des décennies à faire pour faire comprendre que la place d'une femme, ce n'est pas simplement au foyer, ce n'est pas simplement à la cuisine, mais c'est aussi là où on discute des questions relatives, des questions qui engagent tout un pays. Eh bien, ce travail-là, il est saqué. Il est saqué. Et moi, ça me fait mal au cœur quand aujourd'hui, j'entends beaucoup de Togolais dire « Oh, il y a des femmes là-bas et on nous traite si durement. Où sont ces femmes? Elles ne disent rien. Parce que même si derrière, on suppose que une femme, c'est l'homme qui a le monopole de la violence, de tout ce qui est dur. La femme est censée adoucir et tout. C'est aussi un préjugé. Mais n'empêche que ça renvoie à la question de l'impact réel de ces femmes. Selon vous, les femmes qui sont au poste de responsabilité, notamment au gouvernement, à l'Assemblée nationale, n'impactent pas assez, selon vous?
on ne sent pas de différence dans la gouvernance. Au contraire, on se demande, est-ce que en présence des femmes à des postes aussi importants, est-ce qu'il est normal que ce régime se durcisse autant et continue de perpétrer autant d'actes de violence, autant d'injustices? Est-ce que c'est normal? Les Togolais se posent la question et me la posent moi, et j'ai honte. J'avoue que j'ai honte, et le réflexe que j'ai, c'est de dire, au moins pour préserver un peu du fruit de notre action, que je puisse leur expliquer que non, une femme a des postes de responsabilité politique. Pour nous, ce n'est pas une femme qui pratique la même gouvernance que celle des hommes. C'est aussi une femme, moi j'admets, il y a un carcan qui a été dessiné, dont les contours ont été dessinés par une forme de gouvernance mâle, ce qui fait que on peut s'y sentir mal à l'aise. J'en ai fait un peu l'expérience puisque j'ai participé au gouvernement de la transition au début des années 90. Mais justement, c'est ça qui a contribué à faire en sorte que dès le premier remaniement, on m'ait débarqué. Et je n'ai rien regretté. C'est parce que je n'ai pas conçu mon rôle de femme au gouvernement comme étant celui de quelqu'un qui va s'asseoir et qui ne participe pas à la Vous occupez quel poste réflexion. à cette époque? Eh bien, j'étais responsable du portefeuille des droits, de la promotion de la femme, des affaires sociales et des droits de l'homme. C'est le premier ministère qui s'est occupé des droits de l'homme. Puisque vous parlez de votre passage au gouvernement, en réalité, je vais partager avec vous cette anecdote-là. Il y a 3 semaines, un monsieur qui tempêtait un peu disait, en regardant un peu ce qui se fait en termes de gouvernance au Togo, il dit, autant d'Yadema, la femme, c'est le ministère des Affaires sociales, des conditions féminines, pas plus. C'est ce qu'il disait. Est-ce que, par exemple, cette évolution que nous avons connue, finalement, on a l'impression que là, visiblement, elle ne vous satisfait pas totalement parce que vous dites que ces femmes n'impactent pas assez. Il y a un certain nombre d'hommes aussi qui n'acceptent pas que, par exemple, une femme soit ministre de la Défense. Donc, dans beaucoup de pays, on regarde le Togo en réalité avec envie, on peut dire, puisque quand à la tribune des Nations Unies ou dans les grandes conférences, vous avez une femme du Togo qui prend la parole. C'est quand même... on sent une certaine modernité là. Oui, mais vous savez, ce monsieur-là, qui semble vouloir cantonner les femmes à un certain nombre de portefeuilles, je vous fais observer que ça renvoie au rôle traditionnellement reconnu aux femmes, qui est un rôle de reproduction plutôt qu'un rôle de production. Oui, oui, c'est elle qui est plus à même de s'occuper des cas sociaux. Bon, leur affaire de promotion de la femme, là, les femmes souffrent, oui, elle est plus à même de s'occuper des femmes. Et elle n'est bonne que là. On a fait du chemin. On a fait du chemin, pas seulement au Togo, mais en Afrique et partout. Dans le monde, il y a eu des femmes ministres de la Défense qui se sont montrées très compétentes, qui ont assumé leurs responsabilités. Il y a eu des femmes premiers ministres. Est-ce que vous savez que pendant la crise sanitaire du Covid, il y a eu une étude qui a été faite et qui a montré que les pays qui ont mieux géré cette crise, ce sont les pays où on a des femmes présidentes ou des femmes premiers ministres. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment pris leurs responsabilités. Comme le Togo.
comme le Togo, mais le Togo, malheureusement, les Togolais savent que, par exemple, la vision qu'on a eue de la gestion de cette crise, c'est faire peur aux gens. Est-ce que c'est admissible qu'un gouvernant, fût-il un homme ou une femme, puisse dire on va leur faire peur? Mais c'est là où finalement, mais c'est là par exemple, oui, mais là par exemple, vous citez une femme. C'est là où on ne comprend pas les femmes, puisque là, vous dites que la femme c'est la douceur, c'est elle qui tempère. Là, mais vous donnez l'exemple qui va en contradiction avec non, non. ce qui. Non, non, écoutez, quand il s'agit d'être ferme, on est ferme. Mais quand en démocratie, vous dites que vous voulez faire peur aux gens, ça veut dire que vous êtes dans une vision de gouvernance dictatoriale. C'est clair. C'est là où ça fait mal. C'est là où ça fait mal aux femmes plus qu'aux hommes. Vous voyez? Et donc, le sentiment que moi j'ai, c'est que les défenseurs des droits de la femme ont beaucoup de travail pour remonter la pente, pour faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a eu des expériences qui n'ont pas été probantes, qui n'ont pas montré qu'une femme à des postes de responsabilité politique peut faire autrement, peut obtenir des résultats, n'est pas obligée de se couler dans le moule qui est celui qui existe, mais au contraire doit s'efforcer progressivement de changer les choses, de montrer qu'il y a une autre manière de gouverner. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que les femmes qui sont à des postes de responsabilité doivent avoir le courage de faire. Ça suppose qu'il y ait de la solidarité entre elles, celles qui sont à ces postes-là de décision, et ça suppose qu'elles aient des liens avec les femmes qui constituent leur base, qu'elles aient conscience de ce qu'en réalité, si elles se sont retrouvées là-bas à un moment donné, c'est le résultat, elles le doivent, elles profitent des fruits du travail de certaines femmes qui ont été des ouvrières, des défenseurs des droits de la femme pendant des années, pour que ce résultat-là soit atteint, pour que le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopte la parité, et qu'un régime qui veut se maintenir au pouvoir envers et contre tous ait l'idée d'utiliser cette parité-là pour faire bonne figure. Parce que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous faisons toujours attention pour qu'on ne se serve pas des femmes comme une caution. C'est des femmes caution dont nous ne voulons pas. Il faut que la pratique là cesse. On a compris, madame. Là, vous venez de dire quelque chose. Vous venez de dire quelque chose qui est important. Madame parlait de solidarité entre les femmes. Cela m'amène à vous demander, est-ce que par exemple vous qui représentez la gente féminine, vous qui êtes engagé au niveau de l'opposition ou au niveau du pouvoir, est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous rencontrez, est-ce que vous discutez entre vous? Vous voulez dire entre femmes qui sont au-delà du fait que vous appartenez, qui sont impliquées en politique? Oui. Non, moi puisque vous défendez toutes les femmes. C'est l'idéal, c'est ce que j'aurais voulu, sincèrement. Parce que nous, femmes, nous pouvons sauver ce pays. Aujourd'hui, ce combat que nous menons pour la démocratie au Togo, ce n'est un combat contre qui que ce soit. Et l'idéal aurait été que nous, femmes, qui vivons avec toute notre sensibilité les souffrances des filles et des fils de ce pays, nous voyons comment au quotidien nous sommes sollicités et des fois impuissantes. Nous aurions voulu faire quelque chose ou faire davantage que ce que nous avons fait, mais n'avons pas pu le faire. Nous, femmes, nous aurions pu, au nom de cette sensibilité-là et au nom de cette réalité que nous voyons, nous dire, donnons-nous la main pour instaurer le système politique
qui est plus propice à instaurer une certaine justice, une répartition plus juste des ressources, pour qu'on n'en soit pas amené à organiser des opérations foraines pour opérer les gens de la cataracte, hein, pour les opérer de différentes pathologies qu'on aurait dû guérir en situation normale. Mais le problème, c'est que ce sont les hommes, justement, ces hommes qui en majorité profitent de ce système dictatorial-là. Ce sont eux qui font tout pour qu'il y ait cette démarcation. Donc les hommes vous manipulent. Donc les hommes vous manipulent. Absolument. Vous avez trouvé. Donc vous êtes manipulable. Absolument. Vous avez trouvé le mot. Parce que je vais vous donner un exemple. Pour les négociations de la PG en 2006, vous pouvez vous imaginer que les partenaires du Togo, ayant fait pression pour que des organisations de la société civile, notamment les femmes qui sont toujours absentes des lieux où de grandes décisions se prennent pour les pays, ayant fait pression pour que celles-là soient représentées. Le contexte particulier du Togo a fait que on ait choisi le GFDD, qui est l'organisation de base à laquelle j'appartiens, mais aussi le REFOMP, qui est un réseau de femmes ministres et parlementaires. Nous, GFDD, étant catalogués comme femmes de l'opposition et le REFOMP comme femmes du pouvoir. Normalement, on aurait dû faire honte à cette vision manichéenne-là, en nous entendant, du moins lorsqu'il s'agit de faire des revendications chères aux femmes. Mais vous savez, ce qu'on a observé au contraire, quand le GFDD prenait la parole pour dire il faut que dans cet accord-là, il y ait des clauses qui favorisent l'émergence des femmes en politique. Il faut qu'on oblige le gouvernement d'union qui va se former à prendre des mesures en faveur des femmes, qu'elles participent plus massivement aux élections, etc. Vous pouvez vous imaginer que nous étions contredites par la délégation d'en face. Et moi, je reconnais qu'il y a eu altercation. J'ai profité d'une pause là pour dire, mes sœurs, si vous ne connaissez pas le rôle de femmes de la société civile, taisez-vous et laissez-nous faire notre travail. Vous n'allez pas continuer à nous combattre tout le temps pour quelque chose qui relève des droits élémentaires des femmes. Vous êtes société civile. Quand la société civile africaine se regroupe ou mondiale se regroupe pour discuter des problèmes qui concernent les femmes, vous êtes où? Pour ne pas savoir que ce que nous demandons là, que c'est normal, que ça a trait aux droits des femmes. Vous voyez un peu, c'est la caricature de ce qui se passe. On est femme, mais on ne veut pas être solidaire avec les revendications des femmes parce qu'on estime que ces femmes-là ne sont pas de son camp politique. Mais justement aussi, vous êtes avant tout des femmes politiques, vous, celles qui représentent par exemple le REFAM. Malheureusement aussi, là, nous n'avons pas les représentants de REFAM ici pour avoir leur version de ce que vous venez de nous raconter. Je rappelle aux auditeurs que nous consacrons une bonne partie de cette émission à l'engagement de la femme en politique parce que ce mois, c'est le mois de la femme et que le 8 mars dernier, les femmes ont été massivement célébrées. Les auditeurs, vous, comme c'est de tradition aussi, vous pouvez maintenant participer à l'émission avec vos contributions, vos préoccupations à Madame Brigitte Adjamagbo Johnson de la CDPA, les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romary, qu'est-ce que nous avons les premiers auditeurs? Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne, votre nom et puis votre préoccupation. Oui, c'est Félix. Oui, allez-y. Oui, madame, bonjour. Bonjour, chers combattants. Ok, du courage. Merci. Mais j'ai une petite préoccupation. Aujourd'hui, si on constate depuis 90
jusqu'à aujourd'hui, 38 ans, on voit que Madame Ajanabou, jusqu'à ce présent, seule devant la lutte, devant sur le site politique. Est-ce que c'est parce que les femmes togolaises n'arrivent pas, ou bien leur mari ne leur donne pas le temps de faire la politique? Quel est le constat que vous pouvez nous donner? Quand vous tournez à gauche, à droite aujourd'hui, est-ce que quand vous ne trouvez pas des femmes à côté de vous? Je prends l'exemple depuis Cap 2015, la C14, aujourd'hui au niveau de la DMK, vous êtes la seule femme à tenir debout. Comment vous sentez? Deuxième préoccupation, si vous voyez de l'autre côté, au côté du RPT de venir, la primatrice, c'est une dame, à la présidence, c'est une dame, partout à Wanana, tout ça là, mais c'est dans cette période-là qu'on a constaté qu'une femme politicienne a été une femme en prison, et aujourd'hui encore la vie est devenue chère. Est-ce qu'on a encore la confiance qu'à la présidence, on peut avoir une dame togolaise? Merci. Bien, merci pour les deux préoccupations. PD, allez-y, madame. Je pense que c'est des sujets que j'ai déjà évoqués. Et franchement, c'est avec beaucoup de peine. Hein. Ne pensez pas que ça me fasse plaisir ici d'émettre des jugements qui peuvent paraître durs. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Moi, je dirais tout simplement à Pelé, dont je sais qu'il se bat beaucoup pour la démocratie, que pour moi, une des causes de cette hésitation ou des femmes à s'engager du côté de l'opposition, c'est tout simplement que il y a trop de risques. Il y a trop de risques qu'on ne veut pas prendre en tant que mère. Et aujourd'hui, ça va de mal en pis. Aujourd'hui, quand on voit le traitement qui est réservé à tous ceux qui sont catalogués comme des opposants, très peu de Togolais, même les hommes, très peu d'hommes, ont le courage de s'afficher comme étant des proches. Nous avons dans les partis beaucoup de militants qui se sont désengagés, pas qui ont quitté le parti, mais qui ont tout simplement décidé de devenir inactifs, de ne pas se faire voir, parce que ils ont peur. Ils craignent les représailles. Et je voudrais saluer ceux qui, malgré leur peur, ne sortent pas la tête, mais contribuent quand même sous cap. Vous parlez de risque, madame. Est-ce qu'au-delà des risques, est-ce que ce n'est pas aussi une question de liberté? Parce que les femmes sont libres d'aller où elles veulent. C'est une question de liberté. Mais quand les règles du jeu ne sont pas celles qu'elles devraient être. Selon vous. Pourquoi? Selon Au nom de quoi s'engager en politique devrait représenter un risque même pour son existence? Combien d'acteurs politiques n'ont pas perdu leur vie, ou de militants, de simples militants de base? Est-ce que c'est normal? Au nom de quoi? Donc, on peut comprendre que chacun apprécie son cas spécifique et se détermine. Oui, se détermine. Ok, la deuxième partie de la question, vous l'avez abordée dans la première partie de l'émission, donc nous allons permettre à l'opération dite d'intervenir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, quel est votre nom? C'est Taoufik. Oui, Taoufik, bon dimanche à vous. Je salue madame. Bonjour, chers compatriotes. Courage. Merci. Quand je vous entends parler, je sais que j'ai pitié, quoi. Vous me faites pitié parce que je sais que vous voulez du bien pour ce pays. Mais je vous encourage. Et ma question est ceci. Où sont les pères de la démocratie? Par exemple, M. Lévy, il est où? M. J. Olympio, il est où? Nous étions dans ce pays
avant les années 90 ou bien dans les années 90, c'est eux qui nous ont fait comprendre que nous devons vivre en démocratie. Où sont tous ces textes? Merci, madame. Bien, merci. Madame. Bon, moi je comprends le compatriote, mais ce que je voudrais lui dire, c'est que ils nous ont montré la voie. Ils nous ont mis sur la voie. Ce que je sais de M. Ninevi, vous ne le voyez plus. Ce n'est pas parce que il ne veut plus se battre pour la démocratie, mais il le fait désormais à la place où il se trouve, puisqu'il n'est plus premier responsable. Vous ne l'entendez plus certainement parce qu'il se dit il y a des nouveaux responsables auxquels j'ai passé la main. Il faut que je les laisse faire leur travail. Et c'est sain, c'est de bonne guerre. C'est ce que nous voulons. Il a montré l'exemple de l'alternance, mais je peux vous assurer qu'il est toujours avec les Togolais qui se battent pour transformer ce pays. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Basile. Basile, vous avez un pause récepteur. Je crois que ça siffle un peu. Allez-y. Oui, je salue madame. Bonjour, compatriotes. Ouais, j'ai répondu en partie à tout ce que vous lui avez posé comme question. Les femmes engagées en politique, est-ce que c'est quelque chose aussi comme ça? Elle a bien répondu. Moi, je l'avais répondu un peu plus tôt dans une autre émission, je ne sais pas laquelle. Je connais pour le Togo, mais pour les autres pays, je ne connais pas. Pour le Togo, la femme, c'est auprès de quel homme elle est engagée en politique. Voilà, c'est ça qui est pour le Togo. Je connais seulement pour le Togo. Donc, si c'est auprès de l'homme, auprès de quel la femme est engagée, si l'homme est comment l'homme est que la femme est. Donc, c'est quelque chose comme ça que je ne sais pas comment je vais m'expliquer pour que vous compreniez, mais franchement, c'est quelque chose comme ça. Il n'y a pas de femme en politique libre de faire choix. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Togo, il n'y en a pas. On va voir un jour si une femme est présidente, est-ce que ses agents ou bien les gens qui sont sous elle, c'est eux qui vont lui imposer la ligne à adopter, on ne sait pas. Pour le moment, on n'en est pas là, on n'en est pas encore là. Bien, merci. Merci, Basile. Oui. Mais là, par exemple, il pointe du doigt l'influence des hommes. Des hommes, c'est-à-dire on ne conçoit pas une femme engagée en politique de manière autonome, défendant une idéologie, défendant une vision, mais on la voit plutôt engagée auprès d'un homme. Ouais, il traduit un état d'esprit que nous essayons de faire évoluer. La question de la soumission. Oui, la question de la soumission. Est-ce que vous savez que même pour exercer le droit de vote, beaucoup de femmes reçoivent encore des consignes de leur mari, qui est censé être le chef de famille, même si la loi n'exige plus, reçoivent des consignes de vote. C'est le père de famille, là, le chef de ménage, comme on le dit, qui vient, qui donne la consigne pour tout le monde, y compris pour les femmes qui sont des adultes et qui sont censées pouvoir réfléchir par elles-mêmes et faire leur choix. Je pense qu'on a beaucoup de chemin encore à faire et j'ai déjà fait l'observation, même au niveau des enquêtes que l'on mène, des enquêtes de ménage. Il y a des concepts qu'il faut faire évoluer si on veut aussi changer les mentalités. On arrive pour les enquêtes, on veut interroger, soi-disant, le chef de ménage.
ce concept-là n'est plus en conformité avec la législation qui est en vigueur. Et j'engage les techniciens, démographes, qui font des enquêtes à réfléchir à comment réadapter leurs outils. Il y a une question que j'avais depuis le début de l'émission, mais je ne sais pas si elle devient superflue. Mais quand même, je vous la pose, madame. Il y a quelques années, madame Victoire Tomega a été nommée Premier ministre. Et puis par la suite, il y a madame Yawa Tchegan, n'est-ce pas, qui a été nommée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il vous arrive, par exemple, vous, en tant que femme, de lui écrire un message, de lui dire félicitations, vice-versa, que, par exemple, il y a une semaine, vous avez été réélu au niveau de du secrétariat de la CDPA, que, par exemple, madame Victoire Tomega vous écrive félicitations. Est-ce que ces civilités-là, est-ce que au moins vous partagez ça? Vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que lorsque nous sommes véritablement en démocratie, où les règles de jeu de compétition normale se jouent. Nous concevons tout à fait que par-delà leurs appartenances politiques, que les femmes puissent se sentir appartenir à une communauté de gens brimés, quelle que soit leur appartenance politique, et par-delà les chapelles politiques, et par conséquent qui ont tendance à se donner la main. Mais lorsque on est en dictature et qu'il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de règles qui régissent cette compétition-là, mais que c'est la loi de la jungle qui fait qu'une partie de ces femmes qui ne se trouvent pas du bon côté peut périr pendant que l'autre ne craint rien. Est-ce que vous ne voyez pas que ça puisse jouer? Il faut que vous puissiez sentir que vous avez au moins quelque chose de commun. On ne fréquente que ceux avec qui on se ressemble. Vous ne pensez pas? Avec ceux avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc on a compris. Même ces civilités-là ne sont pas encore de règles dans le jeu politique. Mais attendez, ceci étant, on ne va pas ne pas se saluer. Non, ma question elle était par respect, je suis quelqu'un de très bien éduqué. Désolé, même si... On a compris, madame. La question, je salue, quel que soit le... Oui, ma question, elle était précise. On a compris qu'on n'est pas encore à cette étape-là. Oui. Allô? Bonjour. Oui, Agbo, vous parlez un peu plus fort parce que c'est très faible ce qu'on a à l'antenne. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Agbo. Je tiens à féliciter d'abord monsieur Akego pour ce résumé introductif qui parlait toute l'actualité de la semaine. Ça nous inspire beaucoup. Merci. Maintenant, si je reviens au débat d'aujourd'hui, pour adresser quelques questions à madame, tout au long de son développement, j'ai l'impression qu'elle se plaint que ce n'est pas. Pour eux, elle dit que les traditions doivent évoluer. Nous ne refusons pas cela. Et tout au long de son développement, elle semble refuser ou bien ne plus accepter le terme chef de famille. Nous ne lui contestons pas cela. Mais est-ce que elle ne voit pas un risque à cela? Quand nous nous référons aux démocraties à l'actuelle, où les femmes montent au credo pour demander partout que ça soit inscrit dans les constitutions le droit de l'avortement. Quand cette liberté souvent acquise, est-ce que cela ne risque pas de retomber ici? Et maintenant, quand dans une famille, on ne veut pas avoir une directive ou quelqu'un qui soit responsable et que nous acceptons que deux personnes restent dans le même bateau, est-ce qu'elle pense que ça pourrait aller? Dans le cas que nous refusons le droit des femmes. Mais à chaque fois que l'occasion est donnée aux femmes, il faudrait qu'elles nous montrent qu'elles prennent des initiatives qui nécessitent des encouragements. Il y a le premier intervenant qui a posé la question par rapport
au rôle que jouent les dames qui sont au gouvernement. Nous, madame qui anime l'émission vient de démontrer que dans une enquête, ça a été démontré que c'est les femmes qui sont à la tête de la pays qui ont mieux géré la question de Covid. Bien sûr qu'elle a nuancé le cas du Togo. Mais est-ce que ça ne fait pas mal au Togo, c'est dans cette période que le premier ministre qui est une femme est allée au Parlement pour dire qu'elle va porter les Togolais à se faire vacciner. Et qu'après cela, on sort un rapport scandaleux et que c'est à la tête de ce gouvernement vient d'être que la population a mal compris le rapport. Tout ça là, ça ne nous donne pas la confiance aux dames quand elles seront aux affaires. Merci. Et la dernière question, Oui. pour finir, est-ce que madame ne constate pas avec nous qu'aujourd'hui on doit dépasser le terme de la démocratie, et que la démocratie c'est une évolution aussi. Et il faudrait que nous adaptions les conditions aux réalités du pays. Comme le dit un savant contemporain, que nous devons, l'Afrique doit évoluer vers la matocratie, qui consiste l'égalité, la solidarité et la justice. La quoi, Crassi? Matocratie. C'est la matocratie. Bien, merci, c'est noté Agbo, pour votre intervention. C'est une intervention qui est relativement épaisse. Donc, là-bas, madame, vous allez choisir. Je voudrais remercier le compatriote Agbo. Par où commencer? Est-ce que il a l'air de penser que ce n'est pas une bonne chose qu'on ait banni l'institution de mari chef de famille et que à la place on a instauré une direction collégiale de la famille? Je voudrais le rassurer en lui disant direction collégiale ne veut pas dire que les femmes dominent. Si on veut que la femme aussi participe à la prise de décision, ce n'est pas pour dominer son homme, ce n'est pas... en fait, pensez aussi un peu à ce que de nos jours, en dehors des relations entre hommes et femmes, on reconnaît de plus en plus l'importance d'une intelligence collective. Quand vous êtes plusieurs à réfléchir à un sujet, vous produisez un résultat plus efficace que quand une seule personne semble vouloir sortir la réflexion de sa tête. C'est un peu ça, quoi. Mais ce qu'on demande à l'homme et à la femme dans un foyer, c'est qu'en tant qu'adultes qui ont pris la responsabilité de fonder un foyer, quand il y a un problème, qu'ils discutent de ce problème, que chacun avance les arguments qui peuvent soutenir sa position, si tant est que cette position est différente de celle de l'autre, pour qu'à la fin, on se dise, ah, c'est vrai, voilà ce qu'il faut faire. Et on marche sur ça. En fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des exigences pour les femmes aussi. Parce que nous l'avons dit, pour certaines femmes, c'est peut-être plus facile de dire, ah, papa est là, ouais. Papa est là, c'est facile de dire ça. Mais ce n'est pas responsable. Donc, qu'il y ait désormais une direction collégiale de la famille, ça impose des contraintes à la fois pour l'homme et pour la femme. Et c'est une responsabilité qu'il faut assumer à deux. C'est un partenariat, disons. C'est un partenariat.
la notion de capitaine dans un bateau là. Le monde est devenu tellement complexe qu'on n'a plus besoin de ça. C'est dépassé hein, dans beaucoup mais en fait, de domaines. Hein. Oui, un capitaine dans un bateau. Non. Mais madame. C'est ce qu'on encourage maintenant. Un bateau, c'est la collégialité. Un bateau, c'est toujours avec un capitaine. Maintenant, prenons le bateau avec les deux capitaines. Parce que c'est le sens de la question de l'auditeur. En fait, si on n'a pas un chef de famille, on a deux. Est-ce que c'est pas... Pourquoi vous voulez qu'il y ait un chef, man? Pourquoi vous vouliez qu'il y ait... Moi, je suis adulte. Vous aussi, vous êtes adulte. On s'est vu. On a convenu de fonder un foyer. Pourquoi, de facto, vous allez devenir mon chef? Pourquoi? Est-ce que c'est pas la nature qui est faite ainsi? Qui est un chef? Quelle nature? Parce que, par exemple, quand vous prenez une entreprise comme la nôtre, vous avez une pyramide. S'il n'y a pas un chef, c'est le chef qui donne le tempo, qui donne les directives. Vous voyez dans beaucoup d'entreprises, il y a une équipe de direction. Ne pensez pas que face à ce monde moderne-là, dans le monde des affaires, que ce soit une seule personne qui porte le poids de la décision concernant une entreprise, c'est faux. Ok, madame, c'est noté pour vous, madame. Sur la dernière partie de sa question, la madocratie, là, en fait, je n'ai pas très bien compris, mais peut-être que vous, visiblement, vous l'avez... Non, je comprends ce qu'il dit. Il demande que, au-delà de la démocratie, qui semble être une invention venue de l'extérieur, et notamment venue de puissances qui nous dominent actuellement et qui dominent le monde, au regard de cette conscience noire qui s'éveille, eh bien, c'est vrai, il y a un courant de pensée qui amène à dire nous demandons plus que la démocratie. Ce que nous demandons, c'est la matocratie, parce qu'ils considèrent même que c'est supérieur à la démocratie. Mais quand il dit que ça suppose égalité, justice, solidarité, je pense que c'est peut-être la solidarité sur laquelle on n'insiste pas souvent en démocratie comme étant un droit. Mais la démocratie englobe aussi l'égalité et la justice. Et c'est vrai, c'est une valeur positive, propre à nos sociétés que nous, Africains, nous devons apporter à la démocratie, pour avoir une démocratie qui nous ressemble. Mais en aucun cas, on ne saurait, au nom de cette matocratie, justifier des violations de liberté individuelle et publique. Ces violations, ces droits-là, ces libertés individuelles et publiques existent aussi dans nos traditions, où l'individu était protégé au sein des communautés. Voilà un peu ce bien, que merci. je voulais Quand on parlait de liberté, c'est sans doute en démocratie, les premiers regards se tournent, bien entendu, vers les journalistes, puisque c'est là où on exerce ce droit-là par excellence. Et l'actualité des journalistes du Togo, cette actualité, elle inquiète notamment dans les milieux de la presse. Les associations sont inquiètes, les journalistes. Dans mon introduction, tantôt, en parlant de Ferdinand Haïté et d'Isidore Kouanou, qui sont introuvables, certains disent qu'ils sont à l'extérieur du pays. Certains disent qu'ils sont partis en exil. Vous savez, cette actualité faite de condamnation à 3 ans de prison ferme, c'est un nombre de choc un peu partout, notamment au sein des rédactions. Comment est-ce que vous vivez cette actualité, madame? Je crois que tous les Togolais se réjouissent de ce que ces deux compatriotes aient pu échapper à la répression qu'on se préparait à leur faire subir. Nous savons à quel point ce régime est dur et il y a de quoi craindre pour leur vie. Maintenant, une fois que nous sommes rassurés qu'ils ont pu se mettre à l'abri, eh bien, il faut qu'on dise ce qui est. On ne va pas chasser tout le monde du Togo parce que
Vous voulez exercer un droit qui vous est reconnu, même par notre constitution. Mais pourquoi nous avons une constitution? Pourquoi on adopte des textes? Si c'est pour les violer, si c'est pour réprimer des citoyens qui exercent ces droits qui sont reconnus. Et pourquoi notre justice, malheureusement, laisse faire? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons tous la responsabilité du devenir de notre Togo. Le Togo que nous voulons, c'est ensemble que nous devons le construire. Un Togo qui soit épanouissant pour tous les Togolais. Mais comment voulez-vous que quelqu'un soit épanoui s'il doit craindre à chaque fois qu'il prend position en public? Comment? On n'est pas des moutons. Vous ne voulez pas faire des Togolais des moutons qui voient tous, qui regardent tous dans le même sens, qui approuvent tous ce qui se fait. Un pays se construit sur la base de ces contradictions-là qui amènent ceux qui sont au pouvoir à rectifier le tir et à faire en sorte que le pays avance. Pourquoi? Mais si on refuse la chose, il faut dire, il faut proclamer que nous ne sommes plus une démocratie, que nous sommes une dictature. Il faut avoir le courage de le faire. Je ne sais plus quoi dire, Pierrot. Je ne sais plus comment parler parce que vous êtes tout le temps amené à dire les mêmes choses. Et on vous regarde, dans le meilleur des cas, on vous écoute, on vous dit « cause toujours, tu m'intéresses ». Et quand vous avez le malheur d'employer un mot qui ne plaît pas, qui heurte, eh bien, on vous prend. Comme on irait chercher dans un poulailler un poulet qu'on a décidé d'égorger. Quand même. Vous avez dit tantôt que une bonne partie des Togolais, vous avez dit des Togolais, mais en fait, une bonne partie des Togolais se réjouiraient du fait que Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou se soient mis à l'abri. Mais la question qui est posée de plus en plus dans les rédactions, c'est la suite pour ceux qui sont au pays, parce que il y a un journaliste qui disait cette semaine que lui aussi, il a juste peur, de prendre la parole. C'est humain. C'est humain, mais c'est le lieu de renforcer les journalistes que vous êtes. On sait, les Togolais apprécient énormément le sacrifice que vous faites. Le risque que vous prenez au quotidien, nous l'apprécions. Sans vous, le Togo ne serait pas ce qu'il est. Et c'est justement parce que vous prenez ce risque que quand on veut convaincre ailleurs qu'on a la démocratie au Togo, on dit non, il y a la liberté de presse, il y a des journaux privés, les gens s'expriment. Mais dans le même temps, on sait pertinemment le risque qu'on fait prendre à ces gens. On sait la peur qu'on veut semer en vous. Je pense que nous, Togolais, nous devons savoir, je crois que c'est Dieu qui a voulu que notre Premier ministre ait sorti cette phrase-là, ce jour-là, à l'Assemblée. Parce que Dieu a voulu nous faire comprendre que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on continuera tout le temps à nous faire peur. Maintenant, je dirais c'est à nous de prendre la décision. Nous avons tous une mission historique qui est de contribuer à transformer notre société, de contribuer à instaurer cette démocratie que nous appelons de tous nos voeux. Et je voudrais supplier les journalistes que vous êtes de ne pas vous laisser abattre par cette peur-là. Ne vous laissez pas abattre, sinon vous aurez raté, vous aurez manqué à votre mission. Tout le peuple togolais
est avec eux. Merci, madame. Nous allons insérer cet auditeur. Allô? Bonjour. Allô, Oui, bonjour. c'est ton fils qui revient. Oui, Dafi, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Bon, aujourd'hui, là, c'est les femmes qui sont aux affaires. Et les harcèlements journalistes se font. Pourquoi? Ou bien les hommes profitent pour mettre les femmes aux affaires pour pouvoir faire des choses comme ça. Moi, je ne comprends pas. Et qui ne réagit pas. Moi, je vais lancer un défi à toutes les femmes qui sont au premier rang. La présidente de l'Assemblée nationale, la première ministre, jusqu'à la fin de cette semaine, s'ils sont femmes, ils n'ont qu'à démontrer à nous les hommes qu'ils sont femmes pour régler ce problème. Je vais les applaudir. Je leur donne cette semaine. Parce que ça, là, ça salit l'image du Togo. Ils n'ont qu'à démontrer la capacité des femmes, la valeur des femmes. Excusez-moi, par exemple, si c'est l'enfant de la première ministre, et on lui attribue 3 ans de prison comme ça, là. Elle va aller à la maison dormir tranquillement. Elles n'ont qu'à prouver qu'elles sont capables. Je Bien. leur donne une semaine. Bien, merci. Merci. Merci, Tafik, pour votre deuxième passage. Et nous allons profiter pour ajouter un autre auditeur si il y a quelqu'un qui se manifeste sur les 2 numéros de la radio. Est-ce que nous en avons? Non, pas encore. Le fond du dossier, c'est sur les questions d'outrage. Et on sait très bien que c'est des questions qui peuvent être diversement appréciées. Madame, là, comment est-ce que, par exemple, ou quels sont les conseils que, justement, vous pouvez donner aux journalistes pour qu'ils ne soient pas, oui, sous les coups d'un certain nombre de délits, notamment l'outrage, la diffamation? On sait que c'est des questions qui reviennent très souvent, notamment en Afrique. Voyez-vous, donner des conseils autres que ceux que j'ai donnés, autres que les encouragements tout à l'heure que j'ai présentés, ce serait faire croire que vos confrères qui ont dû se mettre à l'abri ont eu tort. Mais il se fait que ce que j'ai compris, c'est que ils ont commenté et critiqué des positions de membres du gouvernement. Mais ça se fait partout. À moins que vous n'ayez vraiment insulté. Ça se fait partout. Mais quand on est homme public ou femme publique, est-ce que c'est des choses qu'on peut éviter? Il me semble que non. Donc, moi, je me refuse, par exemple, à leur dire, faites attention. Au contraire, je vous félicite pour tout l'effort que vous faites. Et je vous dis, avancez. Avancez parce que c'est en se montrant courageux et déterminé que vous allez contribuer à rendre votre société juste, démocratique. C'est ça. Sinon, vous ne travailleriez plus. Autant revenir à la période où les libertés, parmi lesquelles la liberté de presse, n'était pas reconnue. Même en ce temps-là, des gens ont pris leurs responsabilités. Et les militants de la CDP étaient de ceux-là. Bien. Donc, voyez-vous, on n'a pas le choix. Je vous comprends. Je suis de tout cœur avec vous. Mais je vous dis, ne faites surtout pas l'erreur de faiblir, de vous décourager. Je vous en prie. C'est comme ça que l'histoire continuera de retenir
la contribution de la presse à cette bataille collective que nous menons pour le bien de tous. Bien, merci. Il y a aussi des questions qui sont laissées, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Kokou François Annie Bakede. Il dit la DMK avait promis en mars sa position aux élections. Qu'en est-on, madame? Merci de me le rappeler. Nous y travaillons. Nous y travaillons, chers compatriotes. Vous aurez bientôt de nos nouvelles. Il y a la question de Komi Lucas Nyagbe. Quelles seraient finalement réservées pour le retour d'Agbe Mekodio selon la Cour de la CEDEAO par les autorités? Eh bien, ce retour aurait dû être une réalité à ce jour si notre régime, qui est respectueux ou qui fait vraiment attention plutôt à son image à l'extérieur, n'avait pas, contre toute attente, décidé de se comporter comme s'il n'y avait pas eu cette décision. Et nous nous employons à le rappeler. Aujourd'hui, M. Agbeyome Kodjo, qui est togolais, devrait être chez lui. Et il faut qu'il revienne chez lui et qu'il continue à apporter la contribution qui est la sienne au bien de ce pays. Et donc, on y travaille. Bien, on merci. y travaille. Merci, madame. Et ce n'est pas bien pour un pays d'être doigté comme un pays qui ne respecte pas les décisions d'une cour de justice communautaire qu'on a contribué à mettre en place. Ça rime à quoi? Ça veut dire que on conçoit qu'à ce niveau-là aussi, la justice, elle ne peut être d'une certaine utilité que si elle va dans le sens du maintien au pouvoir. Oui, madame, la question aussi, est-ce que c'est pas de savoir, par exemple, quand vous parlez d'Agbe Kodjo, son retour au pays, c'est dans quelle position? Puisque on sait que Agbe Kodjo revendique la victoire à la présidentielle. Donc, et puis il revient au pays dans quelle position? Est-ce que c'est pas ça? Il ne va pas, ouais. On craint qu'il n'arrête pas de revendiquer. Et c'est son droit. D'ailleurs, dans la décision, il est dit que on a violé ses droits en estimant qu'on pouvait lui infliger le traitement qu'on lui a infligé parce qu'il revendiquait sa victoire. Ça veut dire que revendiquer sa victoire n'est pas un délit, ce n'est pas un crime qui justifie qu'on lui ait infligé ce traitement-là. Et on a demandé qu'il y ait réparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme procédure en cours, on annule. On annule. On crée les conditions, on lui donne toutes les garanties pour qu'il revienne. Maintenant, une fois qu'il sera revenu, la question de fond restera là. Qu'est-ce qu'on fait de ce contentieux? Et quand on est responsable, on s'assoit et on discute des questions qui divisent sévèrement. C'est noté. Quand on évoque le nom de Agbe Kodjo, celui de Monseigneur Philippe Falco Kodjo n'est pas très loin. Vous avez sans doute assisté à la circulation de cette rumeur portant sur son décès. Est-ce que c'était une blague ou pas? Comment pourrait-on faire une blague de la situation de quelqu'un comme Monseigneur Kodjo? Ce que nous savons, c'est qu'il a eu des ennuis de santé. Et vous savez que la DMK a eu à commander une neuvaine de prière. Et ça va dans le sens de ce que les évêques du Togo aussi ont demandé, à savoir que nous tous, nous continuons à prier pour sa santé. Et on est rassuré par le fait qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils doivent travailler à son retour. C'est une question de bon sens. On peut pas, nous sommes des Africains. Nous ne pouvons pas rester indifférents, insensibles à cette histoire. Et surtout, est-ce que vous l'avez souvent au téléphone? Vous l'avez souvent au téléphone?
ben, j'ai l'opportunité de lui parler. Bien. Nous allons terminer cette émission, votre conclusion, et puis après, je ferai ma conclusion. Je vais vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée de parler de cette épineuse question de la participation des femmes à la prise de décision politique au Togo. C'est d'autant plus épineux que ceux qui sont des ennemis de la démocratie se servent des femmes. Et je voulais lancer un appel à mes sœurs pour leur dire les droits des femmes sont liés aux droits de l'homme, font partie intégrante des droits de l'homme, et le respect des droits de l'homme est un préalable, c'est une condition de la démocratie. Donc comprenons que nous, militants des droits des femmes, nous devons nous battre aussi. Merci. Pour la démocratie. Merci d'être venue, Madame Brigitte Adjarago-Johnson de la CDPA et de la DMK. L'émission, elle s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Bon suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir. Oh, Pierrot, bien,